Sous un ciel chargé de promesses inachevées, dans les terres arides du royaume de Kagondo, naquit un garçon que personne ne considérait comme un futur roi. Son nom était Kwam. Son premier souffle ne fut pas acclamé par des chants royaux ni bercé par des bras aimants. Il vit le jour dans une modeste hutte de torchis, au sein d'un village sans nom, où l'espoir se mesurait en grains de mil et où le destin des hommes était scellé à la naissance. Kagondo, un royaume puissant, était bâti sur la force de ses guerriers et la richesse de ses esclaves. Kwam naquit esclave. Son peuple, autrefois libre, avait été conquis par le roi Kamal, un souverain impitoyable dont les armées parcouraient les terres pour capturer et réduire en servitude les vaincus. Dès son plus jeune âge, Kwam fut marqué par cette fatalité. Son père, un homme fier et silencieux, fut enchaîné sous ses yeux et emmené loin, dans les mines de fer où peu d'hommes revenaient vivants. Sa mère, femme courageuse, travaillait dans les cuisines du palais, survivant dans l'ombre pour un jour voir son fils briser ses chaînes. Les journées de Kwam n'étaient que labeur et douleur. Dès l'aube, il était envoyé avec d'autres enfants pour transporter des sacs de grains, couper du bois, entretenir les routes du royaume. Son dos se couvrait de cicatrices sous le fouet des surveillants. Chaque faute, chaque regard de travers, chaque seconde de répit non accordé était sanctionnée. Mais dans le regard de Kwam, il y avait une lumière que même les chaînes ne pouvaient éteindre. Là où les autres enfants ployaient sous le poids de la soumission, lui apprenait. Il observait les gardes du palais s'entraîner, mémorisait leurs gestes, leurs stratégies de combat. Il écoutait les anciens du campement raconter les histoires de leurs ancêtres, les batailles perdues et celles qui attendaient d'être livrées. Il absorbait tout, conscient que le savoir serait sa seule arme. La nuit, alors que le silence du désert enveloppait le palais, Kwam rêvait d'un jour où il briserait ses chaînes. Un jour où il marcherait libre. Mais l'espoir était un crime dans le royaume de Kagondo. À 15 ans, Kwam commit un acte que personne avant lui n'avait osé tenter. Un matin, alors qu'il était chargé d'amener de l'eau aux soldats du palais, il surprit une conversation entre deux officiers. Ils parlaient de Maroua, une cité rebelle cachée au-delà des montagnes, là où les anciens esclaves avaient trouvé refuge et préparé une insurrection. Pour Kwam, ce fut un choc, il existait un espoir, quelque part, un endroit où il pourrait être libre. Ce soir-là, il osa murmurer ces mots interdits à ses compagnons d'infortune. Il y a une cité où nous pouvons être libres. Mais dans l'ombre, quelqu'un écoutait. Le lendemain, des gardes vinrent le chercher. Trahi par l'un des siens, il fut conduit sur la grande place du palais, devant le roi Kamal lui-même. « Il paraît que tu parles de liberté, esclave » gronda le roi, son regard brûlant de mépris. Kwam ne répondit pas. « Nous allons voir combien de temps durera ton courage. » Le châtiment fut impitoyable. Devant toute la cour, il fut battu à coups de bâton, ses chairs marquées par la rage du souverain. Puis, on l'enchaîna à un poteau, sans eau ni nourriture, pour qu'il serve d'exemple aux autres. 3 jours. 3 jours sous le soleil ardent du désert, sous les rires des soldats et les murmures des esclaves qui n'osaient lever les yeux. Le 4e jour, alors que la mort lui tendait les bras, il crut voir une silhouette familière approcher. Sa mère. Les yeux emplis de larmes, elle se glissa dans la nuit, apportant une gorgée d'eau à ses lèvres desséchées. « Tiens bon, mon fils, chuchota-t-elle. Tiens bon, car ton heure viendra. » Puis, elle disparut dans l'obscurité. Cette nuit-là, malgré la douleur, Kwam ne dormit pas. Il comprit une vérité essentielle, personne ne viendrait le sauver. S'il voulait être libre, il devrait arracher sa liberté de ses propres mains. Et cette liberté commencerait par une évasion. La nuit s'étendait sur Kagondo, un manteau d'ombre couvrant les murs massifs du palais royal. L'air était lourd, imprégné des braises mourantes des feux de cuisine et du murmure du vent qui portait, dans le lointain, les plaintes des esclaves encore éveillés. Kwam était allongé sur le sol poussiéreux de sa prison, son corps brisé par les sévices des jours précédents. Mais dans son esprit, une seule idée survivait, s'échapper. Le souvenir des paroles de sa mère résonnait en lui. « Tiens bon, mon fils, car ton heure viendra. » Si elle croyait en lui, alors il ne pouvait pas faillir. La prison où il était retenu était une simple cage de bois et de fer, posée à l'écart du camp des esclaves, surveillée par 2 gardes somnolents. Après avoir observé les rondes de la garde royale pendant des nuits entières, il savait qu'il n'avait qu'une seule fenêtre d'opportunité,
juste avant l'aube. Il devait agir maintenant. Quam ferma les yeux, faisant abstraction de la douleur qui irradiait de son dos. Il devait rassembler ses forces pour ce qui allait suivre. Il jeta un regard autour de lui, analysant chaque détail. Les barreaux en bois. Les chaînes aux chevilles. Le garde le plus proche. Il se releva lentement et commença à frotter ses chaînes contre une pierre saillante dans le sol. Son cœur battait à un rythme effréné, chaque son, chaque mouvement pouvait être le dernier. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Mais enfin, après de longues minutes, un des anneaux de fer céda dans un bruit métallique étouffé. C'était le moment. Il attendit le passage de la patrouille, qui s'éloigna sans jeter un regard vers lui. Dès qu'ils disparurent derrière les bâtiments du palais, Quam bondit. Avec une rapidité que seule la peur pouvait insuffler, il attrapa une poignée de sable et la lança au visage du garde le plus proche. L'homme toussa, aveuglé, tandis que Quam lui bondit dessus, lui arrachant son poignard. Le deuxième garde, alerté, dégaina son épée. Mais Quam, habité par une rage que ni la souffrance ni la faim n'avaient réussi à étouffer, se jeta sur lui avant qu'il ne puisse appeler à l'aide. Un combat désespéré s'engagea. Quam sentit la lame du garde effleurer son bras, mais il ne faiblit pas. Il assena un coup violent sur la tempe de son adversaire, qui s'effondra dans un bruit sourd. Essoufflé, le corps tremblant, Quam se releva, couvert de sueur et de poussière. Il était libre. Mais il ne pouvait pas partir seul. Quam savait que s'il fuyait sans agir, le roi Kamal enverrait ses hommes traquer et massacrer sa mère et ceux qu'il aimait. Alors, il fit quelque chose de fou. Il courut vers le camp des esclaves, son poignard encore tremblant entre ses doigts. Il ouvrit les cages une à une, réveillant les hommes et les femmes qui vivaient sous la domination de Kagondo depuis trop longtemps. Levez-vous. C'est notre seule chance. Certains restaient pétrifiés. Ils avaient vu trop de leurs compagnons punis pour avoir seulement rêvé de liberté. Mais alors, un vieil homme aux cheveux blancs, un ancien guerrier capturé il y a longtemps, s'avança. Je suivrai celui qui a osé frapper les soldats du roi. Un murmure s'éleva. Puis, l'un après l'autre, les esclaves enchaînés par la peur et le doute se levèrent, récupérant les armes des gardes inconscients. Quam n'avait pas seulement ouvert les cages. Il venait de réveiller un soulèvement. L'alerte fut donnée quand un soldat découvrit une porte ouverte. Des torches s'allumèrent dans tout le palais, et en quelques minutes, la cour résonna de cris. Mais cette fois, ce ne seraient pas des pleurs d'impuissance. Les esclaves se ruèrent vers la sortie, frappant les gardes pris au dépourvu. Des lames s'entrechoquèrent, des flèches volèrent. Quam menait la charge, esquivant les coups avec une agilité qui surprenait même les soldats aguerris. Il atteignit enfin les cuisines du palais, où il savait que sa mère était retenue. Lorsqu'il la vit, il sentit un poids quitter son cœur. Elle était là, vivante. « Mère, on s'en va. » Les larmes aux yeux, elle hocha la tête et le suivit. Mais avant qu'ils ne puissent fuir, une silhouette massive apparut devant eux. Le capitaine de la garde royale. Un colosse d'acier, son regard rempli de mépris. « Tu crois vraiment pouvoir t'échapper, chien ?» Quam savait que c'était son dernier obstacle. Il n'y aurait pas de seconde chance. L'épée du capitaine fendit l'air. Quam esquiva de justesse, ressentant la puissance brute du coup qui aurait pu lui briser les côtes. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser en force. Mais il pouvait être plus rapide. Il attendit le bon moment. Le capitaine chargea de nouveau, levant son arme pour un coup fatal. Quam glissa sous la lame et planta son poignard dans le flanc du colosse. Le cri de douleur du garde fendit la nuit. Dans un ultime effort, Quam le fit basculer au sol et s'assura qu'il ne se relèverait pas. Il n'attendit pas de voir le résultat. Il attrapa la main de sa mère et courut. Derrière eux, la révolte prenait de l'ampleur. Les esclaves avaient pris le contrôle de l'entrée et repoussaient les derniers soldats. L'aube se leva sur un spectacle que Kagondo n'avait jamais vu. Un palais en feu. Des esclaves brisant leurs chaînes. Et au centre de tout cela, Quam, devenu le symbole d'une révolution. Mais la liberté avait un prix. Il savait que le roi Kamal ne resterait pas inactif. S'il voulait véritablement briser son emprise sur ce royaume, il devait se préparer à la guerre.
Le vent soufflait violemment sur la vallée, soulevant le sable brûlant du désert et emportant avec lui les échos d'une nuit de révolte. Kagondo venait d'être secoué par un soulèvement sans précédent, mais Kwam savait que ce n'était que le début. Il avait mené une rébellion. Il avait brisé ses chaînes. Mais il n'était pas encore libre. Les survivants de la révolte s'étaient dispersés à l'aube, certains fuyant vers les villages les plus proches, d'autres disparaissant dans la brousse. Mais Kwam, lui, n'avait qu'une seule destination en tête, Marwa, la cité rebelle cachée au-delà des montagnes. Avec sa mère et quelques fidèles compagnons, il se lança dans une traversée éprouvante du désert, guidé par une seule certitude, il devait devenir plus fort s'il voulait renverser le roi Kamal. Un voyage périlleux. Le désert ne pardonnait pas. Sous un soleil implacable, Kwam et son groupe marchaient sans relâche, luttant contre la soif et l'épuisement. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle une victoire contre la nature hostile. Ils avancèrent ainsi pendant des jours, jusqu'à apercevoir, enfin, les contours brumeux des montagnes de Marwa. Nous y sommes presque, souffla sa mère, la voix tremblante d'émotion. Mais alors qu'ils approchaient de la cité rebelle, une flèche siffla dans l'air et vint se planter à quelques centimètres des pieds de Kwam. Ne bougez plus. Des silhouettes surgirent des hauteurs rocheuses. Des hommes et des femmes, vêtus de pagnes sombres, leurs visages peints de motifs de guerre, les encerclèrent. Ils tenaient des lances acérées, leurs regards pleins de méfiance. Un homme s'avança. Il était grand, musclé, et portait une longue cicatrice qui traversait son torse nu. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix tranchante. Kwam leva les mains en signe de paix. « Nous sommes des fugitifs. Nous cherchons Marwa. » L'homme plissa les yeux. Marwa n'est pas un refuge pour les faibles. Ici, seuls les guerriers survivent. Kwam soutint son regard sans ciller. Alors laissez-moi prouver que je suis digne d'être ici. Un silence s'abattit sur le groupe. Puis, l'homme esquissa un sourire féroce. Très bien. Nous verrons si tu as l'âme d'un guerrier. L'initiation de Kwam. Le groupe fut escorté jusqu'à la cité rebelle, cachée au creux des montagnes. Marwa n'était pas un simple village. C'était une forteresse, un repère de guerriers, un sanctuaire pour ceux qui avaient refusé la domination du roi Kamal. Des hommes et des femmes s'entraînaient à l'épée, à l'arc, à la lance. Ici, la liberté n'était pas un droit, mais une lutte quotidienne. L'homme qui les avait arrêtés se présenta sous le nom de Jabari, chef des guerriers de Marwa. Si tu veux rester ici, tu devras prouver ta valeur. Il conduisit Kwam jusqu'à une arène creusée dans la roche. Le rite d'initiation de Marwa est simple. Tu devras affronter un guerrier. Si tu tiens debout à la fin du combat, tu seras l'un des nôtres. Sinon. Il laissa sa phrase en suspens, mais Kwam comprit le message. Un cercle se forma autour de l'arène. Les habitants de Marwa s'étaient rassemblés pour assister à l'épreuve. Certains murmuraient entre eux, d'autres jaugeaient Kwam avec scepticisme. Puis, l'adversaire entra dans l'arène. C'était une femme. Grande, élancée, une lance à la main, elle le fixait avec des yeux perçants. « Je suis Allah. Prépare-toi à souffrir. » Sans attendre, elle chargea. Kwam esquiva de justesse un premier coup, mais il comprit aussitôt qu'il avait affaire à une combattante aguerrie. Elle enchaînait ses attaques avec une précision mortelle, le forçant à reculer. Il tenta une contre-attaque, mais elle para son coup avec une facilité déconcertante et lui asséna un coup à l'épaule qui le fit vaciller. Des rires s'élevèrent parmi la foule. Kwam grinça des dents. Il n'était pas un guerrier. Il n'avait jamais tenu une lance de sa vie. Mais il n'abandonnerait pas. Il observa Zala, analysant ses mouvements. Elle était rapide, mais chaque fois qu'elle attaquait, elle laissait une ouverture sur son flanc gauche. La prochaine fois qu'elle frapperait, il aurait une chance. Une seule. Il fit semblant d'être plus fatigué qu'il ne l'était. Il laissa Zala croire qu'elle dominait. Puis, lorsqu'elle attaqua une nouvelle fois, il pivota au dernier moment et la déséquilibra avec une poussée brusque. Zala s'écroula au sol. Un silence s'abattit sur l'arène. Puis, un rire éclata. C'était Jabari. « Bien joué, garçon. Tu apprends vite. » Zala se releva, un sourire aux lèvres. «
Tu as gagné ton droit de rester ici. Quam souffla enfin. Il avait réussi. La naissance d'un guerrier. Les jours suivants furent une épreuve. Quam apprit à manier l'épée, à tendre un arc, à se battre à main nue. Il s'entraînait du matin au soir, sous la supervision de Jabari et Zala. Il comprit que la liberté ne se gagnait pas seulement en brisant ses chaînes. Elle devait être protégée, défendue. Au fil des semaines, il devint un véritable combattant. Mais il savait que son entraînement n'avait qu'un seul but, préparer la guerre contre le roi Kamal. Et bientôt, il aurait l'occasion de prouver que son combat ne faisait que commencer. Le vent siffla entre les montagnes de Maroua, portant avec lui l'écho des tambours de guerre. Dans l'ombre des falaises, des silhouettes se mouvaient avec une précision militaire, affûtant leurs armes, resserrant leurs armures de cuir, vérifiant une dernière fois leurs arcs et leurs lances. L'heure était venue. Quam, désormais un guerrier aguerri, se tenait en tête du groupe rebelle, observant la vallée en contrebas. Là-bas, à des kilomètres de distance, se dressaient les murs de Kagondo, la cité royale. C'était là que tout avait commencé. C'était là qu'il allait mettre fin au règne du roi Kamal. Le plan audacieux. Jabari posa une main ferme sur l'épaule de Quam. Nous n'aurons qu'une seule chance. Quam hocha la tête. Depuis des semaines, ils avaient affiné leur stratégie. Une attaque frontale était impossible, la cité était protégée par une garnison de 1000 hommes, des archers postés sur les remparts et des sentinelles qui patrouillaient jour et nuit. Mais il existait une faille. Une entrée secrète, utilisée par les serviteurs pour transporter les marchandises vers le palais. Un tunnel souterrain, oublié de tout, sauf de ceux qui avaient été esclaves. Nous infiltrerons la ville à la tombée de la nuit, déclara Zala, observant le groupe de guerriers rassemblés autour d'eux. Une fois à l'intérieur, nous diviserons les forces ennemies en 3 fronts. Elle traça du doigt un plan sur le sol poussiéreux. Jabari et son groupe prendront d'assaut les entrepôts d'armes et saboteront les provisions. Sans ravitaillement, les soldats du roi seront désorganisés. Quam, toi et moi, nous infiltrerons le palais. Quam inspira profondément. Le palais. Là où il avait été enchaîné. Là où il avait été humilié. Là où son destin allait se jouer. L'infiltration. La nuit tomba, drapant le désert de ténèbres. Par groupes discrets, les rebelles s'approchèrent des murs de Kagondo, évitant les sentinelles grâce à la couverture de l'obscurité. Quam et Zala se faufilèrent dans le tunnel souterrain, guidés par un ancien esclave qui connaissait chaque recoin du passage. L'air y était humide, chargé de l'odeur de la terre et de la pierre. Ça mène directement aux cuisines du palais, chuchota le guide. Faites vite. Lorsqu'ils émergèrent enfin dans les couloirs du palais, un frisson parcourut l'échine de Quam. Tout semblait figé dans le temps. Les mêmes murs de pierre froide. Les mêmes tapis ornés d'or. Mais cette fois-ci, il n'était pas un esclave. Il était un conquérant. Ils progressèrent rapidement, évitant les gardes, jusqu'à atteindre la grande cour intérieure. Là, un groupe de soldats patrouillait. « Attends ici », murmura Zala. Avant que Quam ne puisse protester, elle se glissa dans l'ombre et, en une fraction de seconde, égorgea le premier garde. Le sang jaillit sur le sol de marbre. Quam se lança dans la bataille. Il planta sa lame dans le flanc d'un deuxième soldat, évita une attaque et projeta son adversaire au sol. Le combat fut bref, mais bruyant. L'alerte fut donnée. L'affrontement final. Des dizaines de soldats surgirent dans la cour. « Recule !» ordonna Zala. Mais Quam ne recula pas. Il savait que c'était maintenant ou jamais. À travers la mêlée, il aperçut une silhouette familière. Le roi Kamal. Il se tenait sur les marches du palais, vêtu d'une armure dorée, une épée à la main. Ainsi donc, le petit esclave ose lever une armée contre moi ? Ricana-t-il. Quam serra les poings. Je ne suis plus un esclave. Le roi sourit froidement. Alors prouve-le. Les soldats cessèrent de se battre. Un duel. Le destin de Kagondo allait se jouer en 1 contre 1. Le duel. Le silence tomba sur la cour. Les flammes des torchers dansaient sur les murs, projetant des ombres menaçantes sur les visages des soldats.
Quam et Kamal se faisaient face, leurs épées brillant sous la lueur des étoiles. Le roi attaqua en premier, une frappe rapide et précise. Quam para juste à temps. Le choc résonna comme un coup de tonnerre. Puis tout s'enchaîna à une vitesse fulgurante. Kamal était un combattant redoutable, chaque mouvement calculé, chaque attaque visant à tuer. Mais Quam était plus jeune, plus agile. Il esquiva une attaque, contre-attaqua, effleura le bras du roi avec sa lame. Du sang perla sur l'armure dorée. Kamal gronda de rage. « Tu n'es rien !» hurla-t-il. Il frappa avec toute sa force. Quam bloqua. Les lames s'entrechoquèrent à nouveau. Puis, dans un dernier élan, Quam fit un pas de côté, déséquilibrant son adversaire. Avant que Kamal ne puisse réagir, il plongea sa lame dans son flanc. Le roi s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Puis il tomba à genoux. Un silence de mort s'abattit sur la cour. Quam retira lentement sa lame, essoufflé. Le roi Kamal posa une main tremblante sur sa blessure, puis leva un regard plein de haine vers lui. « Tu n'es qu'un esclave. » Quam planta son regard dans le sien. « Non. Je suis un roi. » Le corps de Kamal s'effondra sur le sol, et avec lui, le règne de la tyrannie. La victoire. Un instant de flottement. Puis, une clameur s'éleva dans la nuit. Les rebelles acclamaient leur victoire. Les soldats de Kamal, déstabilisés, abandonnèrent leurs armes les uns après les autres. Jabari apparut sur les marches, un sourire triomphant aux lèvres. Le roi est mort. Vive le roi! Les regards se tournèrent vers Quam. Il n'était plus un fugitif. Il n'était plus un esclave. Il était Quam, roi de Kagondo. Mais il savait qu'un trône ne garantissait pas la liberté. Il devait reconstruire. Il devait guérir son peuple. Et surtout, il devait prouver qu'un roi pouvait régner sans chaîne. Le matin qui suivit la victoire fut marqué par un silence inhabituel dans la cité de Kagondo. Loin des cris de guerre et du fracas des armes, la ville était plongée dans une étrange expectative. Le roi Kamal était mort. Et désormais, Quam était assis sur le trône. Mais ce trône n'était pas synonyme de repos. C'était une charge, un fardeau que peu d'hommes pouvaient porter sans être écrasés sous son poids. L'accueil du peuple. Les habitants de Kagondo, autrefois opprimés sous la poigne de fer de Kamal, s'étaient rassemblés sur la grande place. Ils scrutaient le palais avec crainte et espoir mêlés. Un nouvel homme régnait. Mais serait-il différent du précédent? Quam se leva du trône et, d'un pas assuré, se dirigea vers le balcon qui surplombait la cité. Peuple de Kagondo. Les murmures cessèrent immédiatement. Tous les regards étaient braqués sur lui. J'étais comme vous. Un esclave. Enchaîné, battu, réduit au silence. J'ai connu la peur. J'ai connu la souffrance. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci, jamais plus aucun homme ne sera esclave dans ce royaume. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Je ne suis pas devenu roi pour régner comme Kamal. Je suis devenu roi pour que chacun d'entre vous puisse marcher la tête haute, sans craindre d'être brisé par le pouvoir d'un autre. Le silence fut remplacé par un tonnerre d'acclamations. Mais Quam savait qu'un discours ne suffirait pas. Il devait agir. Les premières réformes. Dès le premier jour de son règne, Quam réunit ses alliés, Zala, Jabari, et les anciens chefs de la rébellion. Nous devons changer ce royaume dès maintenant, déclara-t-il. Il ordonna immédiatement l'abolition de l'esclavage, déclarant que tout homme, toute femme et tout enfant enchaîné sous l'ancien régime était désormais libre. Les prisons du palais furent ouvertes. Les esclaves, hébétés, hésitants, virent la lumière du jour pour la première fois depuis des années. Les chaînes tombèrent, une à une. Mais Quam savait que la liberté ne se résumait pas à briser des fers. Il fallait reconstruire. Il fallait redonner au peuple ce qui lui avait été volé. Sous Kamal, le royaume était dirigé par la seule volonté du roi. Quam savait qu'il ne pouvait pas répéter cette erreur. Un roi ne doit pas être un maître, mais un guide, déclara-t-il à ses conseillers. Ainsi, il forma le Conseil des hommes libres, composé d'anciens esclaves, de chefs de tribus et de sages du royaume.
Pour la première fois dans l'histoire de Kagondo, les décisions ne seraient plus prises par un seul homme. Le peuple aurait une voix. Et cette voix serait écoutée. L'ombre de la vengeance. Mais toutes les réformes du monde ne pouvaient effacer le passé. Dans l'ombre, les anciens partisans du roi Kamal complotaient. Certains généraux, refusant d'accepter la fin de leur règne de terreur, avaient fui la cité et rassemblé des forces dans les plaines du sud. Leur leader était un homme que Kwam connaissait bien. Le commandant Faraji, le bras droit de Kamal. Un guerrier impitoyable, un homme dont la loyauté envers l'ancien roi ne connaissait aucune limite. Et il voulait reconquérir Kagondo. Un messager parvint au palais. Il apportait un ultimatum. Rendez la couronne ou périssez. Un dernier combat. Kwam savait que la paix ne viendrait pas sans une dernière bataille. Il se prépara à défendre la cité, non plus comme un rebelle, mais comme un roi. L'armée de Kagondo, renforcée par les esclaves libérés et les guerriers loyaux, se tint prête. Le jour où les forces de Faraji arrivèrent aux portes de la cité, Kwam se plaça en tête de son armée. Nous ne nous battrons pas pour un roi, mais pour notre liberté. Les guerriers poussèrent un cri de guerre. La bataille fut brutale. Faraji menait ses hommes avec une rage née du désespoir, mais les soldats de Kwam avaient quelque chose que l'ennemi n'avait pas, l'espoir. Ce combat n'était pas mené pour le pouvoir. C'était une guerre pour l'avenir. Kwam affronta Faraji en duel, et après un combat acharné, il le désarma. « Rends-toi » ordonna-t-il. Mais Faraji, refusant l'humiliation, tenta une ultime attaque. Kwam l'évita, d'un coup précis, mit fin à son règne de terreur. Les forces rebelles, voyant leur chef tomber, déposèrent les armes. Kagondo était enfin libre. Un roi différent. Après la bataille, Kwam fit un choix qui stupéfia le royaume. Il ne fit pas exécuter les soldats capturés. Nous avons tous été enchaînés d'une manière ou d'une autre, déclara-t-il. La vengeance ne nous apportera rien. Nous devons avancer. Il offrit à ceux qui le souhaitaient une chance de se racheter en servant le peuple plutôt qu'un tyran. Beaucoup acceptèrent. Et ainsi, la guerre prit fin. Kwam n'était plus un simple esclave devenu roi. Il était devenu un homme de légende. Des années plus tard, les conteurs du royaume parlaient de lui avec admiration. On racontait que Kwam, l'ancien esclave, avait bâti un royaume où personne ne craignait plus d'être brisé par le pouvoir d'un autre. Certains disaient qu'il était immortel, que son esprit veillait encore sur Kagondo. D'autres murmuraient que son héritage était inscrit dans chaque pierre des murs du palais, dans chaque champ labouré par un homme libre. Et lorsque les enfants demandaient « Qui était Kwam ?» les anciens souriaient et répondaient « Il était un roi. » Mais plus encore, il était la preuve que nul ne naît esclave, et que tout homme peut écrire son propre destin.